Ouais, bonjour tout le monde, plaisir de vous retrouver virtuellement pour continuer à parler de méthodes statistiques. On a parlé des méthodes, des mesures, pardon, de tendance centrale, des mesures de dispersion que j'ai parfois appelées variabilité. Et là, on va bifurquer un peu pour parler de d'autres choses qui est extrêmement important. Euh, je vais commencer avec un petit scénario dans le fond. OK? Euh, Imaginons une mesure de la créativité. Imaginons qu'il y a une mesure de la créativité qui va de 0 à 100. 0, vous êtes nullement créatif. 100, vous êtes super créatif. Quelque chose de très simple. Et Max, votre ami, a fait ce test-là, ou a été mesuré pour ça. Puis lui a obtenu un score de 76. Ok, Max vous arrive, il dit, j'ai eu 76. OK. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire 76? Comment on devrait interpréter ce score? Est-ce bon? Est-ce mauvais? Ben, pour répondre à ces questions-là, on, on peut demander, ben, bon ou mauvais par rapport à quoi? Ok? Puis là, ben, vous pourriez avoir différentes stratégies. Vous pouvez dire, ben, 76, moi, ça me donne un bon feeling. 76 sur 100, c'est comme un chiffre assez gros. Fait que par rapport à mon feeling, c'est un bon score. Bon, OK. Dans la vie de tous les jours, on fait plusieurs choses par rapport à notre feeling, à nos instincts, si on veut, mais ça ne marchera pas en science, en stats. Ah, on pourrait demander est-ce que c'est bon ou pas bon par rapport à un critère, par exemple. Comme si on savait que un critère à partir de 75, c'est considéré excellent, par exemple, que genre très très créatif, ben, on pourrait dire hey, t'as passé le critère de très très créatif, t'as eu 76. T'sais, le critère c'est 75. Wow, super score. OK. Mais on n'a pas ça. Puis en plus, t'sais, comment on pourrait justifier ce critère-là? Imaginons qu'on n'a pas de critère. 76. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est-tu bon? C'est-tu mauvais? Ben, une des façons dont on s'en tire en stats, et une des choses qu'on a appris au fil du temps qui est très utile, c'est de se demander par rapport à la moyenne du groupe. Puis vous le faites en passant, automatiquement, là, vous le faites. Si vous arrivez puis vous dites hey, j'ai eu 71 dans mon examen, garantie que la première question que votre ami va vous demander, c'est quoi la moyenne du groupe? Garantie, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Right? Ton 71, il veut rien dire techniquement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire. À moins qu'on le place par rapport à la moyenne du groupe. Donc, une réponse possible, ça serait, ben, est-ce bon, est-ce mauvais par rapport à la moyenne du groupe, par rapport à mu, dans ce cas-ci, en présupposant qu'on travaille avec une population. J'aurais pu dire par rapport à X bar si je présupposais qu'on travaillait avec un échantillon. Okay? Mais ici, imaginons que mu est égal à 70. Ben, good. Très bien pour Max. Il est 6 points au-dessus de la moyenne. Wow. Mais imaginons que mu était 81. Hmm. Qu'est-ce qui se passe avec Max? Il est moins créatif que la moyenne. 5 points en dessous de la moyenne. Si la moyenne est à 76, on dirait, ben, Max est complètement normal. Il est en plein au niveau de la moyenne, au niveau de la créativité. T'sais, rien à se sentir mal à propos de ça, puis rien à célébrer. Il est en plein normal en termes de créativité. Okay? Donc, la question de comment il devrait interpréter son score, une des réponses possibles, c'est ben, par rapport à la moyenne. T'es-tu au-dessus? T'es-tu dessus? T'es-tu en dessous? Puis encore une fois, vous le faites naturellement, ça. OK, ben maintenant, imaginons que Max a eu 76 et que la moyenne était 70. Et donc 6 points au-dessus de la moyenne. Good. Vous pouvez lui dire, ben c'est bien. C'est un bon score dans le sens où tu es au-dessus de la moyenne. Mais Max pourrait revenir puis se demander comment il devrait interpréter la distance entre son score et la moyenne. Comme, il pourrait dire, OK, je suis 6 points en haut de la moyenne. Mais c'est-tu beaucoup de points en haut de la moyenne, ça? Peu de points en haut de la moyenne? Oui, c'est le même problème encore. Tantôt, c'était comment je devrais interpréter ce score. Ben, je vous dis, ben, par rapport à sa moyenne.
Puis là, Max pourrait revenir et dire, ouais, mais OK, donc j'ai 6 points plus haut que la moyenne, mais comment je devrais interpréter ça? Est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est moyennement en haut de la moyenne? Comme, je pourrais penser que c'est beaucoup, mais peut-être que c'est pas du tout beaucoup en haut de la moyenne, 6 points. Peut-être qu'il y a des gens qui ont 20 en haut de la moyenne, ou quelque chose comme ça. Tu sais? Donc, il pourrait se demander, est-ce une petite distance au-dessus de la moyenne que j'ai eue? J'ai une distance de 6 au-dessus de la moyenne. C'est une petite distance? C'est une grande distance? Mais encore là, encore une fois, pour répondre à ces questions, il faut demander, ben, petite ou grande, par rapport à quoi? Mais encore une fois, vous pourriez utiliser les mêmes critères que tantôt. Vous pourriez y aller avec le feeling. Mais c'est quoi? 6 points au-dessus de la moyenne, c'est quasiment 10 points. Moi, 10, c'est un beau chiffron. C'est impressionnant quand même. 6 points, moi, je trouve que c'est vraiment pas pire en haut de la moyenne. Ça me donne un bon feeling. OK. Souvent dans la vie, on se débrouille avec des feelings comme ça. En stats, toutefois, ça ne fonctionnera pas. Pour y avoir un critère aussi. Ah, ben le test dit que si tu es plus que 5 points en haut de la moyenne, tu es considéré très créatif. Oh, good! Je suis 6 points en haut de la moyenne. Je suis un point de plus que le critère. Excellent. Mais imaginons ici, on n'a pas de critère. Parce qu'on ne sait même pas sur quoi on baserait nos critères de toute façon, pour dire que ça serait 5 points. Donc, on n'a pas de critère. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Par rapport à quoi? Ben, une réponse possible. Par rapport à l'écart type du groupe. Par rapport à l'écart type du groupe, est-ce qu'une distance de 6 unités en haut de la moyenne, c'est beaucoup quand on connaît l'écart type du groupe, quand on connaît en moyenne à quelle distance sont les points de la moyenne, quand on connaît notre sigma, présupposant qu'on travaille toujours ici avec une population. OK, fait imaginons que sigma était de 3, donc on a une distribution ici de score, de créativité, dont la moyenne est 70 et dont l'écart type est 3. Et Max a eu 76. Donc, vous la voyez ici, qui est en anglais, je ne l'ai pas traduit, mais ici, voici chaque personne est un rectangle ici. Là. Okay? Puis Max est ici. Il est en bleu ici. Son score est de 76. La moyenne est de 70. Mu est égal à 70. L'écart type est de 3. En moyenne, l'écart type est de 3 ici. Là. Donc, en moyenne, il y a une distance de 3 unités entre chaque score et la moyenne. Donc, Max est 2 écarts types en haut de la moyenne. Right? Parce qu'un écart type, c'est 3 unités. Fait que 3, ça l'amène à 73, plus un autre écart type, ça l'amène à 76. Il y a 2 écarts types au-dessus de la moyenne. Mais imaginons maintenant que la distribution avait toujours une moyenne de 70, Max avait toujours un score de 76, mais la distribution avait beaucoup plus de variabilité, faisant en sorte que l'écart type est 12. Mais là, si l'écart type est 12, voici une unité d'écart type. Là. 12. Max, son score de 76, là, il n'est même pas un écart type au-dessus de la moyenne. Parce qu'un écart type au-dessus de la moyenne, ça serait 82. Il est rendu à un demi-écart type. Okay? Donc, dans une distribution où l'écart type serait de 3, Max serait 2 écarts types au-dessus de la moyenne. Parce qu'un écart type est égal à 3. 70 plus 3 plus 3, ça donne 76. Mais si la distribution avait beaucoup plus de dispersion, beaucoup plus de variabilité avec un écart type de 12, le score de 76 de Max ne serait même pas à un écart type de la moyenne, il serait à un demi-écart type de la moyenne. Parce que un demi de 12, c'est 6. 70 plus 6, ben c'est 76, qui est le score de Max. Donc, en gros, à date, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si on prend juste le score de Max, 76, en passant, j'appelle ça un score brut. Okay? Ça veut dire le score tel qu'il est venu, là. 76, c'est le score brut. Okay? Je dis brut parce que plus tard, on va transformer les scores en d'autres genres de choses. Mais là, brut, tel qu'il est venu, là, si on prend juste un score comme 76, ça ne nous dit rien. Okay? Ça ne nous dit rien en tant que tel. Donc, son score-là de Max de 76, ça pourrait être un score exceptionnellement fort, exceptionnellement faible, n'importe où entre ces deux options-là. Ça dépend de la valeur de la moyenne et de la valeur de l'écart type, de la distribution, d'où est tiré ce score.
Donc, dire que Max a eu 76, ça ne nous dit rien. Okay? Ce qu'il faudrait, ce qui aiderait, c'est si Max pouvait nous donner son score d'une certaine manière, que ça nous montrerait où il est par rapport à la moyenne en termes d'écart type. Es-tu loin par rapport à la moyenne en termes d'écart type? Comme y es-tu, par exemple, à 2 écarts types en haut de la moyenne, comme c'était le cas ici? Ou y es-tu à un demi-écart type en haut de la moyenne? Ou est-il même à un certain nombre d'écarts types en dessous de la moyenne? C'est ça qu'on aimerait savoir, vraiment. Hein? Et donc, on peut se demander, est-ce qu'il y aurait façon de convertir le score brut de Max, de x est égal à 76, en quelque chose qui nous donnerait de l'information sur où il est par rapport à la moyenne, en termes d'unité d'écart type. À combien d'écart type il est de la moyenne? Au-dessus ou en dessous? Okay? Si on savait ça, on pourrait vraiment savoir c'était quoi la performance de Max par rapport à son groupe. Plutôt que juste 76, qui ne nous dit rien, dans le fond. Ben oui, il y a façon de faire ça. Et c'est prendre un score brut, le score de Max ici de 76, et le standardiser. Le standardiser ou le convertir en score Z. Je ne sais pas pourquoi Z en passant. J'ai essayé de trouver pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Z. Mais on appelle ça des scores Z. Donc, on peut convertir le score brut de Max, le 76, en score Z. En suivant la formule suivante. Okay? Si je veux convertir le score brut de Max de 76 en score Z, okay? Son score Z, ça va être son score, 76, moins la moyenne du groupe, sur l'écart type. Et ça va convertir le score de Max dans un score qui me dit où il est par rapport à la moyenne en termes d'écart type. Est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous? Puis à combien d'unités d'écart type est-il au-dessus ou en dessous de la moyenne? Juste pour voir cette formule-là en plus gros comme ça, là. Si je convertis un score brut en score Z, en score standardisé, okay, ça veut dire en score qui me donne sa position relative par rapport à la moyenne en termes d'écart type. Donc, cette formule que je vous remonte, où est ma flèche? X, c'est le score brut, moins la moyenne. Okay? Donc, juste si je reste ici en haut, là, ce que ça dit, ça, c'est, dans le fond, c'est dit, c'est quoi la distance entre son score et la moyenne? Right? C'est ça que c'est, right? Ce qu'on veut, ici, ça nous donne combien loin il est de la moyenne. Okay? On appelle ceci centrer le score. Okay? Si je vous dis un score centré, ça veut dire un score duquel on a enlevé la moyenne pour savoir c'est quoi la distance entre le score et la moyenne. Okay? Puis quand on divise par l'écart type, ici, okay, ben, si on divise le score centré ici par l'écart type, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'exprimer cette distance entre le score et la moyenne en termes d'écart type. Donne-moi la distance entre le score et la moyenne, puis exprime-la en unité d'écart type. Okay? Donc, un score Z, ça dit littéralement, donne-moi la distance entre le score et la moyenne, puis exprime-la en termes d'écart type. Et en passant, quand on divise par l'écart type, on appelle ça réduire le score. C'est pour ça qu'on appelle des scores Z ou des scores standardisés, comme ça ici, là. On appelle parfois ça des scores centrés et réduits. Donc, je peux prendre un score brut, le score de Max, un score brut, le centrer, ça veut dire lui enlever sa moyenne pour voir combien loin il est de la moyenne, et réduire ça en divisant par l'écart type pour me donner un score centré et réduit qui est un score Z, okay, qui n'est plus un score brut, mais qui est un score qui maintenant va me dire si Max est au-dessus ou en dessous de la moyenne et à combien d'écart type, à combien d'unités d'écart type est-il au-dessus ou en dessous de la moyenne. Donc, faisons un petit exemple où on va convertir le score brut de Max en score Z, ou en score standardisé, ou en score centré et réduit. Ça veut dire la même chose. Okay? Mais généralement, je vais dire Z ou standardisé. OK. Regardez juste à gauche ici. Imaginons que Max a eu 76. Il y a un score brut de 76. Et que la moyenne de son groupe était 70. Puis ici, on parle d'une population, là, je viens de réaliser. Donc, mu 70, sigma 10. Moyenne 70, écart type 10. Max a eu 76. OK.
Le score brut de Max, que je mets ici comme X max, Max voulant pas dire maximum, là, juste le nom de Max, c'est 76. OK. Si je convertis ça en score Z, le score Z de Max, oui, ma petite flèche, c'est X moins la moyenne divisé par l'écart type. Donc, son score centré, puis ensuite je le réduis. Donc, quand je le centre, 76, son score moins la moyenne, 70, divisé par l'écart type, ça donne 0,60. OK. Remarquez deux choses. Son score Z est positif. On n'a pas mis plus 0,60, mais il est implicite. Ça veut dire qu'il est au-dessus de la moyenne. Ça fait du sens parce que, évidemment, il y a eu 76, la moyenne est 70. Okay? Plus précisément, il est à 0,6 écart type au-dessus de la moyenne. Ce qui fait du sens en passant, parce qu'un écart type, c'est 10. Okay? Puis ici, vous remarquez, son score est 76, puis l'écart type, c'est 0,60. Okay? Donc, il est à 0,6 écart type. Il est juste au-dessus d'un demi-écart type, disons, qui serait 0,5, au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que Max pourrait nous dire que son score, c'était un peu plus qu'un demi-écart type au-dessus de la moyenne. Puis ça me donnerait plus d'informations que juste s'il me disait « j'ai eu 76 ». Max pourrait juste me dire « tu veux savoir combien créatif j'étais? Ben mon score Z, c'était 0,6 ». Là, je dirais « oh, cool, t'es au-dessus de la moyenne. » Puis, ben, t'es quand même à un demi-écart type au-dessus de la moyenne. OK? Vous pourriez toujours me... Puis peut-être qu'il y en a de vous qui disent « ouais, mais c'est-tu beaucoup un demi-écart type au-dessus de la moyenne? » Tu sais, vous êtes en train de encore repousser la même question que je ramenais tout le temps. C'est-tu beaucoup? Mais on va voir plus tard qu'est-ce qu'on considère être beaucoup puis qu'est-ce qu'on considère être pas beaucoup au-dessus de la moyenne. Il va s'avérer avoir rapport à quelles présuppositions on fait par rapport à des distributions et ainsi de suite. Trop avancé pour l'instant. Mais je vais juste vous faire remarquer que Max pourrait dire mon score Z c'était 0,6. Puis ça me donne beaucoup plus d'informations ça que 76. De certaine manière, je m'en fiche de 76. Ce que je veux savoir, c'est es-tu au-dessus de la moyenne puis de combien en termes d'écart type. 76, c'est pas important. Le fait qu'ils me disent mon score Z c'était 0,6, puis ensuite qu'ils me disent ah, puis mon score brut c'est 76, ça rajoute rien vraiment que son score brut c'est 76. Ça rajoute pas d'informations. Vraiment, c'est le score Z qui donne le plus d'informations. OK, maintenant, reprenons ce score Z de Max. Il a eu 76 toujours, mais changeons pour le fun la moyenne de la population et l'écart type de la population d'où il a été tiré. La moyenne maintenant est de 82, son écart type est maintenant de 15 de cette population-là. Le score brut de Max est toujours 76, mais quand je le convertis en score Z, en score standardisé, okay, Z de Max, je fais toujours la même chose. Son score moins la moyenne divisé par l'écart type. Okay? Et quand je fais ça, ça donne maintenant 76, son score brut, moins 82, la moyenne, divisé par 15, l'écart type. J'obtiens maintenant moins 0,4. Okay? Remarquez, c'est le même score brut. Max a eu 76 dans les deux scénarios. Mais quand je le transforme dans le premier scénario, son score Z me dit que Max a performé au-dessus de la moyenne à un peu plus qu'un demi-écart type au-dessus de la moyenne. Puis ici, ça me dit que Max a scoré en dessous de la moyenne, à presque un demi-écart type. Tu sais? Parce que c'est presque moins 0,5. Presque un demi-écart type au-dessus de la moyenne. En haut. Avec je me mélange. Presque un demi-écart type en dessous de la moyenne. Ici. Okay? Et c'est ça la beauté des scores Z. Parce que si Max fait juste vous dire 76, ça ne veut rien dire. Dans certains cas, 76, ça veut dire au-dessus de la moyenne de peu, au-dessus de la moyenne de beaucoup. Ici, ça veut dire au-dessus de la moyenne de peu. Tu sais? Dans d'autres cas, okay, 76, ça veut dire en dessous de la moyenne de peu ou de beaucoup. Ici, c'est en dessous de la moyenne de peu. Donc, remarquez, son score Z est négatif parce qu'il est en dessous de la moyenne. Puis, il est à 0,40 écart type en dessous de la moyenne. Okay? Quelques trucs à propos des scores Z.
Si vous êtes si votre score brut est en dessous de la moyenne, ça va toujours vous donner un score Z négatif. Si votre score brut est au-dessus de la moyenne, ça va toujours donner un score Z positif. Si votre score brut est en plein sur la moyenne, ça va vous donner un score Z qui est égal à 0. Si je vous dis, je me suis fait tester et mon score Z c'est 0, votre réponse ne devrait pas être « Ah, pauvre toi, t'as vraiment poché le test. » Non, votre réponse, ça devrait être 0. Ah, t'es en plein à la moyenne alors. OK? Parce qu'on fait le score moins la moyenne. Si la moyenne est égale au score, ça va donner 0. OK? Donc, si ici, Max avait eu 82 dans son score brut, son score Z serait de 0. OK? Et remarquez que ces scores Z-là nous donnent beaucoup plus d'informations intéressantes sur la performance de Max relativement à son groupe que son score brut qui nous dit fondamentalement pas grand-chose. Donc, je viens juste de vous dire que c'est utile en statistique de convertir des scores bruts qui ne nous disent pas grand-chose en scores Z qui nous disent beaucoup plus de choses. OK? Le 76 de Max ici nous dit pas grand-chose. Son score converti ici de 0.6 nous dit beaucoup plus de choses. Ça nous dit qu'il est au-dessus de la moyenne de un peu plus qu'un demi-écart type. Cool. Le 76 ne nous disait rien de ça. La preuve, le même score brut ici voulait dire qu'il était en dessous de la moyenne de presque un demi-écart type. OK. Là, je vous parlais d'un exemple où j'ai pris un score brut dans une distribution, le score de Max, that's it. Max faisait partie d'un groupe qui a été testé pour l'intelligence. Pas pour l'intelligence, pour la créativité. Okay? J'ai pris le score de Max. Okay? Puis j'ai joué avec, je l'ai standardisé. Mais là, la question qui arrive, c'est, ben, techniquement, si je fais ça avec tout le monde dans la distribution, si je prends le score de tout le monde dans la distribution, et je calcule les scores Z de tout le monde. Pour chaque score, je le centre et je le réduis. Okay? Mais si vous standardisez les scores bruts, tous les scores bruts d'une distribution, mais il y a quelque chose d'intéressant qui arrive. C'est que vous obtenez à la fin une distribution de score Z, parce que vous avez transformé cette distribution de score brut en score Z. Et peu importe quel était l'écart type et la moyenne de la distribution des scores bruts, l'écart type et la moyenne de cette distribution de scores Z est toujours maintenant 0 pour la moyenne et 1 pour l'écart type. Exemple. Voici une distribution de scores bruts. Sur, je ne sais pas, imaginons quelque chose, un test quelconque. 2, 10, 3, 7, 4, 11, 7, 6, 2, 5. Remarquez, je ne les ai même pas mis en ordre croissant. 2, 10, 3, 7, 4, 11, 7, 6, 2, 5. OK. Si vous calculez la moyenne de cette distribution-là, on va présupposer que c'est une population. Okay? Donc, vous calculez la moyenne, c'est 5,7. Vous calculez l'écart type, c'est 2,97. OK. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est chaque personne, par exemple, pourrait calculer c'est quoi son score Z, le score Z qui correspond à son score brut. Okay? En prenant chaque score, moins la moyenne divisé par l'écart type. Donc, la personne qui a eu 2 pourrait faire 2 moins 5,7 divisé par 2,97. La personne qui a eu 10 pourrait faire 10 moins 5,7 divisé par 2,97. La personne qui a eu 11, 11 moins 5,7 divisé par 2,97. Chaque personne calcule son score Z. Si vous faites ça, vous retrouvez cette distribution-là, mais elle est maintenant exprimée de manière différente. Elle est exprimée de manière standardisée. Le 2 est devenu moins 1,2. Le 10, 1,4. Le 3, moins 0,9. Le 7, 0,4. Ainsi de suite, ainsi de suite. Okay? Remarquez, tous les scores qui étaient en dessous de la moyenne, qui étaient 5,7, sont négatifs. 2, c'est plus petit que 5,7. Négatif. 3, c'est plus petit. Négatif. 4, c'est plus petit. Négatif. 2, c'est plus petit. Négatif. Et 5, c'est juste en dessous de la moyenne. Négatif aussi. Tous les scores qui étaient au-dessus de la moyenne sont positifs. 10, positif. 7, positif. 11, positif. 7, positif. Et 6, juste un petit peu positif, parce qu'elle était à 0,3 de la moyenne. Personne n'a eu ici un score de 5,7.
Mais si quelqu'un aurait eu un 5.7, ça aurait donné un score standardisé de 0. N'oubliez pas, si je vous dis que mon score Z ou score standardisé c'est 0, votre réponse devrait être « Ah, pauvre toi, t'es vraiment poche ». Ça devrait être « Ah, t'es en plein à la moyenne alors ». Et donc, si je prends cette distribution-là de score standardisé, ici, et que je demande c'est quoi la moyenne et l'écart type de cette distribution-là, ça ne va pas être la même moyenne et l'écart type que les scores bruts. La moyenne et l'écart type va toujours être 0 pour la moyenne et 1 pour l'écart type. Et ça, c'est vrai, peu importe les chiffres que j'ai ici. Okay? Remplacez ces chiffres-là par d'autres chiffres complètement différents qui vous donnent une moyenne complètement différente puis un écart type complètement différent. Puis transformez ces chiffres-là en score Z. Puis là, prenez la moyenne et l'écart type de cette distribution de score Z. Ça va toujours donner 0 comme moyenne et 1 comme écart type. OK? Ça, c'est vrai pour toute distribution de score brut. Peu importe sa forme de la distribution de départ. OK? Regardez, j'en ai deux ici, deux distributions, en haut puis en bas. Celle-ci puis celle-là. Okay. La première ici en haut, vous voyez brut. Vous voyez la distribution de score brut. Vous voyez la forme de la distribution. C'est une distribution qu'on appelle pas mal normale, en forme de cloche. On voit que la moyenne est de 100. Okay, puis il nous dit ici que l'écart type, c'est 10. Parce que 110, vous voyez ici, hein, l'écart type. Okay, la distance entre 100 et 110 est égale à 1 écart type. Mais si je prends chacun des scores là-dedans, puis je les transforme en score Z, ça va me donner la même forme, exactement la même forme, mais la moyenne est maintenant 0. Et l'écart type, au lieu d'être 10, est maintenant de 1. Ici, j'ai une autre distribution avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Chaque personne est un carré ici. Okay? Et voici la forme de la distribution. Avec une moyenne, ici que ça nous dit de 3, puis un écart type de 5. Pardon, pas un écart type de 5, un écart type de 2. OK? Parce que la moyenne est de 3, puis un écart type, ça m'amène à 5. Donc l'écart type est de 2. OK? Mais si je prends chacun de ces scores-là, puis je fais moins la moyenne divisée par l'écart type, donc si je standardise chacun de ces scores-là, ça va me donner exactement la même distribution, la même forme. Là. Ça ne va pas niaiser avec la forme. Ça ne va pas tout défaire la forme. C'est la même distribution, sauf qu'elle est exprimée maintenant sur une échelle où la moyenne est 0 et l'écart type, la valeur est de 1. Toujours. Tout le temps la même chose. Ça ne va rien changer au niveau de la distribution, elle est la même que la distribution de départ. Elle a l'air de la même chose, ça va pas biaiser les choses. Ça fait juste recalibrer la distribution pour l'exprimer d'une manière que sa moyenne est 0 et son écart type est 1. Okay? Puis en passant, donc faites ça avec plein de distributions, ça va toujours fonctionner. La moyenne sera toujours 0. Pourquoi? Bien parce qu'en standardisant les scores, on a pris chaque score puis on les a centrés. On a fait chaque score moins la moyenne. Donc, si vous avez enlevé la moyenne à chaque score, la moyenne de ces scores centrés-là est 0. Vous avez enlevé la moyenne partout. Donc, la moyenne, c'est 0. Puis pourquoi c'est égal à un écart type de 1, ces distributions-là? Bien, parce que chaque score, chaque score centré, vous l'avez réduit. Vous avez divisé l'écart type de chaque score. Donc, si vous prenez l'écart type de cette distribution de score Z-là, qu'à partir de chacun de ces scores, vous avez divisé par l'écart type, ça va toujours vous donner un écart type qui est égal à 1. Essayez-le pour vous-même. Créez-vous des distributions aléatoirement comme ça. Okay? Figurez c'est quoi la moyenne et l'écart type. Okay? Faites le graphique des distributions même, vous allez voir, comme ça. Là. Vous pouvez utiliser des boîtes, des carrés comme ça. Et là, transformez chacun des scores en score Z. Puis vous allez voir. Puis là, prenez la distribution de score Z, puis refaites le graphique, puis figurez c'est quoi la moyenne et l'écart type. Ça va toujours donner la même chose. Ça va donner exactement la même forme, la même distribution que les scores bruts. Même affaire. Sauf que maintenant, la moyenne est de 0 et l'écart type est de 1. Et ça, c'est extrêmement utile
Parce que ça nous permet de comparer différentes distributions en les mettant sur une même échelle. Elles ont toutes une moyenne de 0 et un écart type de 1 maintenant. C'est dur de comparer des distributions de score brut si elles ont différentes moyennes puis différents écarts types. Bien dur de les comparer. Mais si je standardise le tout, ça garde la forme des distributions de départ, donc je garde la nature de la distribution de départ, mais ça met ça sur l'échelle où est-ce que la moyenne est 0 et l'écart type est 1. Je peux maintenant comparer toute une série de distributions différentes dont la moyenne est toute 0 et l'écart type est tout 1. Je vais vous montrer ça. OK, regardez bien ça. Imaginons que Max a pris 5 cours cette session-ci. OK? Il a pris 5 matières à son horaire. Psycho, littérature, stats, histoire et géographie. Okay? Chaque cours, c'est un groupe différent duquel Max fait partie. Okay? Et voici les notes brutes de Max. Max a eu, ma flèche, 68 en psycho, 80,5 en littérature, 83 en stats, 87 en histoire, 89 en géographie. Voici les moyennes de chaque groupe, en présupposant que c'est des populations. 62 en psycho, 79 en littérature, 83 en stats, 90 en histoire, 91 en géo. Voici l'écart type de chacun de ces groupes. Okay. Et donc maintenant, comment je ferais pour... Oublions celle-là ici. Là. Okay. Comment je pourrais comparer la performance de Max en psycho à la performance de Max en littérature ou la performance de Max en littérature à la performance de Max en histoire, par exemple? Comment je pourrais les comparer si les moyennes et les écarts types ne sont pas les mêmes? Tu sais, par exemple, je pourrais dire, oh, ben Max a clairement eu plus faible en psychologie qu'en géographie. Donc, sa performance est meilleure en psycho. Sa performance est moins bonne en psycho, il y a eu 68 qu'en géo, 89. Mais comment je pourrais comparer ça? C'est pas les mêmes moyennes en psycho qu'en géo. La moyenne du groupe de psycho était 62, 91 en géo. C'est même pas les mêmes écarts types. 3 en psycho, 1 en géo. Il n'y a pas façon de comparer ça. Mais oui, il y a façon de comparer ça. Si vous standardisez tout ça en score Z. OK? Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai j'ai converti les scores bruts de Max pour chacune de ces matières en score Z de Max, en me fiant sur les moyennes et écarts types de chacun des groupes qui correspond à chacun des cours. 68 moins 62 divisé par 3, ça donne 2. 80,5 moins 79 divisé par 1,5, ça donne 1. 83 moins 83, Max était en plein sur la moyenne ici, score Z de 0. 87, il y a eu en histoire, la moyenne était de 90. Oups, c'est en dessous de la moyenne. 3 écarts types et 3 et l'écart type, il est à moins 1 écart type en dessous de la moyenne, son score Z est moins 1. 89, 91, 1, son score Z est de moins 2. Si je transforme les scores de Max dans chaque cours en scores standardisés, ça fait que les 5 cours ont maintenant une moyenne qui est de 0 et un écart type de 1. Surtout si je fais ça pour tout le monde. Je peux maintenant les comparer. Je peux dire, par exemple, OK, au niveau brut, sa moins bonne note est en psycho, sa meilleure note est en géo. 68, c'est la moins bonne note brute. 89, c'est la meilleure note brute. Sauf que quand je regarde plus près, puis je compare sa note par rapport à sa distribution, par rapport à la moyenne puis à l'écart type, je remarque que c'est l'inverse. Au niveau standardisé, sa pire performance est en géo, parce qu'il y a eu un score Z de moins 2. Il était 2 écarts types en dessous de la moyenne. Alors qu'en psycho, c'est sa meilleure performance. Il était à 2 écarts types au-dessus de la moyenne. Donc ces scores Z sont beaucoup plus intéressants pour nous. Remarquez, son score Z standardisé son score Z ou standardisé en stats est de 0. Okay? Voulant dire qu'il était en plein sur la moyenne. Donc, je peux maintenant comparer. Ça aurait été dur avant de dire, tu sais, c'est un meilleur score 68 que 89? Ben, c'est-tu un meilleur score 89 que 68? Ben, au niveau brut, oui, mais ça veut dire quoi? Comment je fais pour comparer si les moyennes ne sont pas les mêmes et les écarts types ne sont pas les mêmes?
Ben, en prenant toutes les personnes dans les groupes, puis en standardisant tout ça, puis maintenant, si je prends juste le score de Max, par exemple, son score Z était 2 en psycho, il était 2 écarts types au-dessus de la moyenne, ce qui est excellent. Et ici, il était moins 2 écarts types en dessous de la moyenne en géo. Ça, c'est la puissance de convertir des scores bruts qui nous disent rien, en fait, pas grand-chose. À moins qu'on ait des critères quelconques pour savoir tel score brut, c'est bien. T'sais. Mais en les convertissant en des scores Z, ça nous donne beaucoup plus d'informations. Est-ce que tu es en haut ou en bas de la moyenne, puis à combien d'écarts types? Ou est-ce que tu es en plein sur la moyenne? T'sais. Ça nous dit tout ça. Puis en plus, ça nous permet de comparer des scores pris de différentes distributions qui ont différents écarts types et différentes moyennes, tout ça. Parce que si je standardise le tout, toutes ces distributions-là sont toutes mises sur le même pied d'égalité. Où est-ce qu'ils ont une moyenne de 0 et un écart type de 1. Donc, je peux maintenant les comparer d'une manière qui fait du sens. Parce qu'elles sont toutes mises dans la même échelle. Puis en faisant ça, ça distorsionne pas les données. Les distributions des données, les formes des données graphiques restent exactement les mêmes. Ça reste les mêmes données, mais elles sont toutes maintenant exprimées. Toutes ces distributions-là sont maintenant juste exprimées sur la même échelle, avec la moyenne qui donne toujours 0, puis l'écart type qui donne toujours 1. Et ça me permet de faire des comparaisons, qui est rudement utile. Et c'est la raison pourquoi, très souvent dans le restant du cours, on va parler en termes de score Z et pas en termes de score brut. Très souvent, je vais vous parler en termes de score Z. On va venir un temps où on va même pas réfléchir à des scores bruts, on va juste parler en termes de score Z, puis je vais vous dire, telle personne est à plus 2.5. Puis là, vous allez dire, OK, donc c'est un super bon score. Il est 2 écarts types et demi au-dessus de la moyenne. Ou telle personne est à moins 0.3. Ah, OK, il est à un tiers d'écart type en dessous de la moyenne. T'sais? Et on n'aura pas besoin de savoir les scores bruts. On s'en fiche des scores bruts. Ce qu'on veut savoir, c'était où par rapport à la moyenne en termes d'écart type. Et ça, c'est la puissance des scores Z, des scores standardisés, des scores centrés et réduits. Juste pour vous donner un autre exemple de comment ça aide à comparer des choses, puis à mettre des variables, à les comparer, puis à les comprendre sur la même échelle, si on veut. Là, l'exemple avec Max, c'est tous des points à un examen. Donc, on pourrait dire que c'est pas mal la même variable. C'est comment tu as appris, dans le fond. En psycho, en littérature, en stats, en histoire, en géographie, mais c'est tout comment tu as appris. Mais tu peux faire la même chose avec des variables comme assez différentes. Comme, par exemple, si je prends votre taille, qui est mesurée en centimètres, puis votre poids, qui est mesuré en kilogrammes. Donc là, on parle de variables complètement différentes. La taille d'un côté, le poids de l'autre. Puis mesuré avec des unités complètement différentes. Centimètre d'un côté, kilogramme. Un centimètre, c'est pas la même chose qu'un kilogramme. Pas du tout la même affaire. La taille, c'est pas la même chose que le poids, pas du tout. Okay? Donc là, on parle de variables complètement différentes, mesurées avec des unités différentes. Mais si je prends votre taille et votre poids par rapport à un groupe, okay, puis je le standardise. Je peux trouver votre taille standardisée, puis votre poids standardisé. Okay? Puis, imaginons que la taille standardisée d'une personne, je vous dis, je connais quelqu'un dont la taille standardisée, c'est 0.58. Puis son poids standardisé, c'est 0. Mais là, tout de suite, vous pouvez dire, sa taille standardisée, c'est 0.58, puis son poids standardisé, c'est 0. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est une personne qui est plus grande que la moyenne, à presque 0.6 écart type plus grand que la moyenne, puis son poids est en plein à la moyenne. Donc, si son poids est en plein à la moyenne, puis est plus grand que la moyenne, c'est probablement quelqu'un qui est assez mince. Okay? Parce que c'est quelqu'un qui... Généralement, plus on est grand, plus on pèse lourd, parce qu'on a plus de masse, on est plus grand. Mais là, on a quelqu'un qui est plus grand que la moyenne, au-dessus de... à presque 0.6 écart type au-dessus de la moyenne. Mais son poids est en plein à la moyenne. Donc, on conclurait probablement que la personne étant plus grande que la moyenne et étant en plein sous la moyenne pour son poids est probablement, okay, c'est toujours un jugement de probabilité, mais probablement assez mince. Par exemple. On conclurait probablement que cette personne-là n'est pas obèse, par exemple.
OK? Et donc, comment qu'on a fait ça? On avait des mesures complètement différentes, centimètres d'un bord, kilogrammes de l'autre, des variables complètement différentes, taille, poids. Mais en mettant tout ça standardisé, on peut réfléchir sur une même on peut tout mettre ça sur la même genre dans le même cadre, puis on peut comprendre comment tout ça fit ensemble, comment tout ça peut être comparé. Donc ça, c'est la puissance et l'importance de la standardisation des scores. Et c'est pour ça que très souvent, dans le restant du cours, des fois, je vais vous présenter des scores bruts, mais très souvent, on va parler des scores standardisés. Parce que ça nous donne plus d'informations que juste un score brut. Et ça nous permet de faire des comparaisons qui sont vraiment intéressantes. Okay? Qu'on ne pourrait pas faire avec des scores bruts. Je vous laisse là-dessus. Ciao!